Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Enfin, la navigation a repris sur le canal de Suez après 6 jours d'arrêt dû au blocage du navire Ever Given sur cette autoroute maritime. Certains estiment les pertes subies par le commerce mondial à près de 60 milliards de dollars. En tout cas, pour l'Égypte, chaque jour de fermeture du canal a été synonyme de près de 15 millions de dollars de manque à gagner. Ce matin, nous revenons sur l'impact du blocage du canal de Suez sur le commerce international avec notre invité. Il s'agit d'Ahmad Azirar, il est professeur en économie et en commerce international. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Omar. Alors, on donnait tout de suite quelques chiffres, mais globalement, selon vous, quel a été l'impact de la crise du canal de Suez sur le commerce mondial ? Bien, merci et bonne journée à vos auditeurs. Alors, je crois que déjà, il faut signaler que cette crise est venue dans un contexte donc déjà difficile, donc crise pandémique, et puis, vous le savez, le commerce mondial également est marqué par une crise naturellement ouverte entre les États-Unis et la Chine. Depuis 2008 également, le commerce mondial est sur un trend baissier, enfin un trend bien sûr qui n'est pas celui normalement connu au début du siècle. Et puis également, naturellement, la crise pandémique a secoué ce commerce et notamment les chaînes de valeur mondiale, mais également les chaînes, surtout à partir des chaînes naturellement de transport, et notamment de transport maritime. Et situation aussi qui s'est répercutée sur la flotte mondiale, et en particulier la flotte porte-conteneurs, dont on a vu récemment une flambée du fret. Alors, cette flambée du fret déjà était très nuisible naturellement au commerce mondial. Alors, elle est due naturellement à ce qui se passe déjà, donc à la réduction des mouvements et également au fait qu'il y a une nouvelle législation qui est entrée en vigueur en début 2020 de l'OMI, l'Organisation mondiale maritime internationale, qui traite de manière assez stricte la question de l'environnement et qui demande naturellement aux navires de se mettre à niveau, ce qui a causé l'immobilisation d'un certain nombre de navires, mais également des investissements coûteux. Alors cette augmentation du fret était quelque chose qui était bonne pour les transporteurs maritimes, donc ils espéraient une année 2020, la première pour faire des bénéfices, recommencer à faire des bénéfices, surtout comme je le disais, donc ils subissaient une longue période de vaches maigres et qu'ils espéraient aussi donc continuer les investissements pour mettre à niveau les navires. Donc voilà le contexte, si vous voulez, et donc c'est mal tombé, donc c'est un contexte très difficile dans lequel est venue cette crise de Suez, du canal de Suez. Heureusement qu'elle n'a pris que 6 jours, mais c'est déjà très long. Donc, puisque ça a causé, comme vous l'avez bien dit, donc d'énormes dégâts au commerce mondial, à l'approvisionnement, à certaines chaînes de valeur industrielle, mais également, donc aussi bien en Europe, en Amérique, mais également de manière subsidiaire dans les pays africains, notamment nord-africains. Alors, on disait tout à l'heure que certaines estimations parlent de globalement 60 milliards de dollars de pertes subies pendant ces 6 jours. Ça, ce sont les pertes peut-être entre guillemets ponctuelles. Mais est-ce que à court terme, cela n'aura pas d'incidence sur certains produits de base, mais surtout sur les matières, sur les hydrocarbures, notamment les cours du pétrole? Oui, effectivement, vous l'avez vu, déjà suivi les statistiques. Donc, illico presto, lorsque le canal a été bloqué, les cours du pétrole avaient augmenté, donc ils avaient fortement réagi. Mais heureusement, donc très vite, les choses se sont calmées. Alors, ceci est important, puisque vous le savez, le canal de Suez, c'est un peu 13%
du volume mondial du commerce donc, qui transite par cette voie. C'est aussi 2 à 3% du volume du pétrole qui transite par ce canal. Donc, ce qui fait que c'était normal qu'il y ait eu un impact sur les prix et sur les craintes, notamment d'approvisionnement. Alors, vous le savez aussi que dans la zone musulmane, c'est l'approche du Ramadan et beaucoup de denrées viennent de Chine. Et donc, on avait à craindre justement que l'approvisionnement concernant un certain nombre de denrées qui viennent de Chine et d'Asie en général ait été touché. Alors, heureusement que les choses se sont débloquées et donc il n'y a plus de crainte à faire à ce niveau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une alerte, une vraie alerte, puisque naturellement, autant de volume et la caractéristique du canal de Suez, c'est que c'est la voie est-ouest. Donc, une des 3 grandes voies du commerce mondial. Et là, cette caractéristique, elle est équilibrée, c'est-à-dire dans le sens est et dans le sens ouest. Ce qui vient de l'est équivaut à ce qui repart de l'ouest vers l'Asie. Et c'est ce qui fait l'importance naturellement de cette voie. Et puis l'importance également en termes de volume, de valeur, également, puisqu'elle touche pratiquement tous les créneaux du commerce mondial. Donc il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le vrac matières premières, il y a aussi naturellement tous les produits, marchandises conteneurisées qui sont fabriquées en Chine, usines du monde, et qui alimentent les industries à travers le monde, donc en Europe, aux États-Unis, mais également chez nous. Donc vous le savez aussi, nous sommes touchés par au niveau automobile, au niveau du câblage, et donc ça aurait été naturellement assez coûteux pour également beaucoup de secteurs. Justement, on reviendra tout à l'heure sur la nécessité de revoir peut-être ces routes maritimes internationales, mais vous parliez justement des conséquences sur le Maroc. Le Maroc, on le sait, presque 60 à 80% du trafic maritime mondial passe ici, sur les rives de Tanger. Quel a été l'impact sur le Maroc ? Bien, je crois qu'on est en train de faire le recensement des effets. Alors sur le plan des marchandises et sur le plan de ce qu'il y a, il y a eu une alerte concernant le secteur du câblage, à ce que je sache. Mais heureusement, donc les choses se sont débloquées et donc l'approvisionnement, je disais aussi pour le Ramadan, ne sera pas énormément touché puisque les gens s'étaient pris à temps naturellement, puisque surtout qu'on savait qu'il y avait déjà des perturbations au niveau de la logistique mondiale à cause de Covid, et donc l'approvisionnement s'était préparé naturellement assez à temps. Mais toujours est-il, donc nous sommes ici, je vous dis, dans une alerte, puisque nous sommes au niveau du Gibraltar, et vous le savez, Gibraltar, c'est en fait le premier canal de passage. Donc c'est un détroit essentiel, central du monde depuis la nuit des temps. Et il se trouve donc que cette alerte a également touché le détroit, puisque le mouvement a été touché, et cela naturellement appelle aussi bien donc du fait que nous avons aussi notre port Tanger-Med qui est devenu, comme vous le savez, un port très important, donc un port même le premier en Afrique en ce qui concerne le transbordement et notamment dans ce qui concerne le trafic conteneurisé. Donc c'est un élément essentiel qui touche bien entendu le Maroc directement à travers le port de Tanger-Med, mais également à travers le détroit de Gibraltar, qui appelle aujourd'hui une réflexion régionale, donc maroco-hispano-britannique, au sujet naturellement de ce genre d'alerte, puisqu'il faudrait qu'on puisse avoir au niveau stratégique, au niveau du raisonnement politique, donc une vision claire au sujet naturellement de ce passage vital pour l'économie mondiale et pour son commerce. Alors je voudrais aussi dire naturellement que nous sommes touchés à deux niveaux. D'accord. Deux niveaux essentiels qui sont remis à l'ordre du jour.
c'est le canal donc, que nous projetions avec l'Espagne, donc le canal sous le détroit de Gibraltar, donc le passage, le tunnel souterrain, qui était en projet et qui aujourd'hui, je crois, se remet à l'ordre du jour puisqu'il va beaucoup résoudre de problèmes, notamment de manière latérale Europe-Afrique, mais également il va résoudre énormément de trafic et soulager le trafic sur également Suez. Alors il y a également le deuxième projet important, et vous l'avez vu, c'est une des solutions peut-être du futur, puisque également Suez voit transiter également du gaz liquéfié. Alors vous le savez, il y a un projet également très important, le gazoduc Nigeria, Maroc, Europe, qui est aujourd'hui, bien sûr, à l'ordre du jour et éminemment important et qui souligne aujourd'hui l'urgence de son aboutissement comme solution également pour l'Europe, pour l'Afrique également et pour également soulager naturellement le canal de Suez qui aujourd'hui nous a donné une belle alerte et une belle frayeur. Donc, à vous entendre parler, aux routes maritimes, il faut, j'allais dire, mettre en secours aussi les routes, entre guillemets, terrestres, c'est-à-dire tout ce qui est gazoduc et autres. Alors, revenons à l'aspect maritime. On a vu pas mal de pays durant cette crise de 6 jours donc, du canal de Suez proposer des alternatives. On sait que certains armateurs ont pris rapidement la décision de contourner le continent ou de faire le tour du continent en passant donc par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Alors, selon vous, vu ce qu'on a vécu avec le canal de Suez, est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité de retracer ou besoin de retracer les routes maritimes mondiales? Bien, je crois qu'il y a une solution beaucoup plus structurelle, donc qui est déjà en train de se dessiner. C'est le raccourcissement des chaînes de valeur. Donc il y a un certain nombre, bien sûr, et la crise pandémique a remis à l'ordre du jour cette solution, puisque vous le savez, depuis une trentaine d'années, depuis la fin du 19e siècle déjà, le commerce mondial s'était complètement déstructuré, c'est-à-dire que les chaînes de valeur sont nées de sorte à ce que le commerce mondial est aujourd'hui un commerce interentreprise. Et donc il y a énormément de lieux de production et de rassemblement de ces produits qui fait que la production mondiale s'est désagrégée. Alors cette situation aujourd'hui est sur la discussion. Vous savez que l'Europe, les États-Unis sont en train de réfléchir à faire revenir un certain nombre de productions industrielles chez elles. Pour deux raisons, pour les raisons que nous avons vécues, parce qu'il y aura encore des pandémies, il y aura encore des crises de plus en plus aiguës, donc il faut naturellement qu'il y ait une certaine indépendance et une certaine autonomie d'existence, notamment dans les secteurs de vie, comme les secteurs pharmaceutiques, comme également un certain nombre de secteurs agro-industriels, mais également les secteurs industriels. Donc c'est une question de moyen et de long terme. Et dans cette situation, l'Afrique et l'Europe, elles ont une opportunité, bien sûr, à jouer. Donc, pour faire raccourcir justement ces chaînes de valeur et rapatrier ensemble et faire une compétitivité croisée entre l'Europe et l'Afrique pour un certain nombre de chaînes industrielles. Donc, ça, c'est une solution à long terme. Mais il y a des solutions naturellement à court terme qui peuvent, et vous avez raison de le dire, qu'il y a une pensée à trouver des solutions de court terme. Alors la solution la plus directe, naturellement, concernant le canal de Suez, c'est déjà de bien gérer le canal de Suez. Donc c'est de gérer naturellement ce passage, mais également d'élargir, peut-être d'ouvrir une deuxième voie. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, vu la durée. Parce que la deuxième voie a été inaugurée sur une certaine partie, il y a de cela quelques années.
Très bien, donc c'est déjà donc une longévité, je crois, assez courte, mais il y a déjà un certain nombre de propositions dans la région. Donc il y a les Émirats, il y a Israël, il y a l'Arabie Saoudite qui parle d'un certain nombre de possibilités maritimes, ferroviaires, qui peuvent détourner un certain nombre de trafics, notamment de trafic vraquier, de trafic pétrolier, de trafic également gazier, de trafic de marchandises également conteneurisées à travers le rail. Donc on parle d'une ligne de rail Émirats vers Israël qui nécessite juste 200 à 300 kilomètres pour qu'elle puisse être opérationnelle. Il y a aussi d'autres voies à ce niveau, à travers l'Arabie Saoudite ou à travers le Bab, donc l'autre entrée, Bab el-Mandeb peut-être, aussi également du côté de l'Arabie Saoudite, Jordanie, Israël, Arabie Saoudite. Donc il y a des possibilités. Alors, toujours est-il que la problématique est une problématique de compétitivité, vous le savez, parce que Suez, c'est un passage qui a fait économiser, à titre d'exemple, donc pour aller de Chine en Europe, professeur, ça économise pratiquement 7000 à 9000 kilomètres carrés. Pardon. Donc si on passait par le cap de Bonne-Espérance. Donc c'est une question naturellement vitale de compétitivité. Alors il y a naturellement, il y a aussi d'autres voies qui sont esquissées, notamment la voie nord à travers la Russie, mais celle-là, elle est non seulement coûteuse, elle est aussi risquée parce qu'il y a des raisons géostratégiques, il y a aussi des raisons écologiques. Donc il y a des possibilités aussi de court terme, tout simplement. Donc je parlais du transport gazoduc, oléoduc. Donc il y a des possibilités. Selon vous, il faut diversifier à travers une sorte de logistique multimodale qui inclut non seulement le transport maritime, mais aussi le transport ferroviaire, le transport routier et les gazoducs et autres. En tout cas, l'idée est claire et le message est bien entendu. Merci beaucoup, professeur Ahmed Azira, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et en commerce international. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com.